Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un épisode de Chef dédié, comme tout ce mois, à la gastronomie bretonne, un épisode qui vous emmène au bout du bout du bout. Pointe-Saint-Mathieu. Ne cherchez pas, après, c'est l'Amérique. Et juste avant, au pied du phare qui domine l'océan, elle reçoit dans son restaurant rendez-vous donc avec Nolwenn Cor. Alors si vous êtes fidèle du podcast, vous avez déjà croisé sa voix, mais comme ce mois, vous le savez, sur Chef, il est dédié à la Bretagne et à ses talents, comment ne pas faire une place à celle qui a décroché une étoile pour l'hostellerie familiale ? Car oui, c'est une histoire de famille qu'on s'apprête à découvrir, une histoire qui s'écrit depuis un moment déjà au bord de cette falaise. Allez-y, vraiment, car le spectacle débute avant même d'avoir ouvert la porte du restaurant. Face à nous, l'océan qui s'étend, ce phare monumental et plus impressionnant encore, les ruines d'une abbaye. C'est un décor de cinéma. Un lieu chargé, battu par les vents. Il y a là ce bout de terre, cet héritage, et derrière les carreaux, au chaud dans la cuisine, celle qui emporte une partie, jeune gardienne d'un phare de la gastronomie bretonne finalement. Nolwenn Cor, c'est donc la petite fille de ceux qui en 1954 ont eu l'idée folle de dresser une table ici. La fille d'un couple qui a voulu faire grandir l'idée, et la sœur de Tanguy avec qui elle écrit, aujourd'hui avec qui elle conduit plutôt chaque jour ce fier navire qui compte un hôtel, un bistrot, une épicerie fine et bien sûr un restaurant flanqué donc d'un macaron depuis 6 ans maintenant. Pour resituer, cette étoile, Nolwenn l'a décrochée à 28 ans. C'est elle qui, dans la lignée des Cor, a fait passer le restaurant familial au grade des tables remarquables. Et vous l'imaginez bien, en arriver là n'est pas chose évidente. Quand on est chef, pour suivre son cap, il faut parfois se battre contre les éléments. Mais vous allez voir que finalement, Nolwenn a su naviguer avec une constance qui force le respect. Je m'appelle David Ordonneau, vous écoutez Chef, et comme tout ce mois d'octobre 2025, vous allez découvrir une partie de la Bretagne, un des joyaux de sa gastronomie, ou en tout cas celle qui emporte haut les couleurs, et ce grâce au soutien de Tourisme Bretagne. Je vous propose donc de découvrir l'histoire d'une jeune chef ancrée sur ses terres qui a su mettre ses pas dans ceux de ses aïeux pour faire de l'histoire de la famille une petite épopée de la gastronomie. Elle est droite et tient ferme depuis son plus jeune âge la barre de ses rêves. Elle navigue en suivant les étoiles, à moins que ce ne soit l'inverse. Voici l'histoire de Nolwenn Cor. Je suis née en 1990 dans une famille de restaurateurs qui est au bout de la Bretagne, sur la Pointe-Saint-Mathieu. Quand je suis née, il y avait pas encore l'hôtel, mais on a vraiment grandi dans la maison. Et puis au fur et à mesure, la maison s'est développée, et puis on a continué avec mon frère et mes parents à vivre là. Quand on se promène ici aujourd'hui, il y a une date qui revient tout le temps, c'est 1954. Et là, tu me parles des années 90, donc il a dû se passer quelque chose avant aussi. C'est une maison qui a une histoire. En fait, c'est une histoire qui est faite de hasard, l'histoire de la Pointe-Saint-Mathieu, parce que c'est ma grand-mère et mon grand-père ont débarqué ici. Alors, je dirais un peu par hasard. Faut savoir que la maison était tenue par une dame dont la sœur était la voisine de mon arrière-grand-mère. Et donc, cette voisine qui tenait une épicerie allait frapper chez mon arrière-grand-mère qui avait 14 enfants tous les ans pour voir s'il pouvait pas avoir des filles pour aider à faire le ménage, un peu la cuisine. Et alors, ma grand-mère ne faisait pas partie de cette équipe-là parce qu'elle était déjà un peu plus âgée. Elle est dans le top 5 des 14. Et elle était infirmière. Elle était accoucheuse, aide accoucheur. Elle était accoucheur à la campagne. Et faut savoir que mon grand-père a eu suite à un déplacement pour une guerre, il a eu un problème de poumon, ce qui l'a empêché d'exercer son métier de charpentier. Et donc il avait une pension d'invalidité de guerre, mais il se voyait pas comme ça ne rien faire parce qu'ils étaient très jeunes. Et donc ils ont repris l'hôtellerie de la Pointe-Saint-Mathieu.
Là, on se parle de quel genre d'hôtellerie? Parce qu'à cette époque, à cet endroit, faut que les gens se représentent ce que c'est que la Pointe Saint-Mathieu quand même. On est sur un bout au bout de la France. Ouais, la Pointe Saint-Mathieu, on est vraiment au fin fond de la France. On est la pointe habitée la plus avancée qui existe en France métropolitaine. Et à l'époque, il y avait pas la route. Il y avait vraiment rien, quoi. Il y avait un car qui venait. Il y avait un petit chemin en terre pour venir jusqu'à la pointe et découvrir ce phare, cette abbaye en ruine, la chapelle. Il y avait plus de maisons. Il y avait encore une école pour les enfants du village. Oui, c'est ça. On se parle d'un petit village en fait. C'est un petit village. Ouais. Je crois qu'à l'époque ils étaient une centaine d'habitants. Oui, quand même. Et parce que les fermes toutes les fermes avoisinantes avaient beaucoup d'enfants en fait. C'est des grandes familles et eux se sont implantés là. Ils ont repris cette auberge qui avait 5 chambres et un restaurant. Au final, ils ont vite arrêté l'hôtellerie parce qu'ils ont vite fait des enfants et il y en a eu 5. Donc, du coup, fallait utiliser les chambres. Fallait utiliser les chambres. Mais ça a démarré ils faisaient le linge dans le lavoir qui est juste à côté. Enfin, voilà, c'était vraiment le fin fond de la campagne, quoi. Ils faisaient aussi un peu sonde sociale à l'époque parce que c'était les seuls à avoir le téléphone, surtout de la pointe. Et c'était les seuls aussi à avoir une voiture. Parce qu'il fallait une voiture pour acheminer les marchandises. Mmh. Et donc, c'était pas rare qu'on mette le veau du voisin dans une voiture ou alors ma grand-mère aussi elle aidait parfois pour les accouchements aussi à la campagne. Enfin voilà, c'était une vie de solidarité comme il existait à la campagne, quoi. Du coup, mon grand-père avait repris la cuisine et puis ses problèmes de santé sont pas allés en s'améliorant et mon père qui était pâtissier du coup a commencé la cuisine. Et il a eu l'énorme chance, en fait, alors c'est très drôle comme histoire, il se trouve que il y a un moment il arrête pour aller au service militaire et il est affecté aux cuisines du préfet à Brest avec Claude Troisgros. Et il me disait toujours, voilà, il y avait des belles réceptions et la femme du préfet était fan de la maison de Troisgros qui à l'époque c'était le début des émissions culinaires. Et donc du coup elle arrivait en cuisine et puis elle lui disait j'ai vu ton père à la télé, il a fait ça, et ben demain on va faire la même chose. Et là, il m'a dit, c'était incroyable parce qu'on avait le téléphone en cuisine et on appelait directement en direct de Roanne. En fait, on les appelait, on disait, oh là là, madame le préfet a demandé ça, on sait pas quoi faire. On sait pas comment le faire. Et il me dit, on s'est formé comme ça. Et il dit, on s'est formé avec, en téléconseil avec, depuis Roanne. Avec Roanne, voilà. Il fait ses armes là-dedans, il fait ses armes là-dedans et après, il revient à la maison familiale. Il va rencontrer ma mère quelques années après, ma mère est institutrice. Donc elle est institutrice, ils vont se rencontrer au détour d'un restaurant à Brest. Et en fait ce qui va se passer c'est que elle est institutrice en classe de CM1, je crois, et puis elle en a un peu marre de faire elle fait toujours comme elle dit insiste au début, c'est un métier qui est formidable et puis à un moment l'année, tu peux plus encadrer ton année parce que tu fais les mêmes choses tout le temps. Elle dit c'est très redondant et donc quand elle va vouloir changer de classe, on va lui dire non. Elle va vouloir changer de classe, on va lui dire non. Et là, c'est le moment où il lui dit écoute, fais une année sabbatique avec moi et cette année sabbatique, elle a duré 30 ans. Elle a mis un pied dans l'hôtellerie, elle est jamais partie. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, elle dit le service c'est sympa, mais bon voilà, je peux pas faire que ça et je me vois pas la vie là-dedans. Et puis il y a le maire du village qui lui dit oui tu sais on va mettre un hôtel à la Pointe Saint-Mathieu. Et alors là il leur répond, il dit mais arrête, on vient d'acheter, on a à peine 30 ans, on vient de racheter. Donc eux ils se retrouvent à avoir repris l'affaire, le reste là on se parle de restauration. Ils ont pris un restaurant ils ont pris un restaurant qui marche pas vraiment en fait. Ouais. Qui est au bout du monde où c'est très dur de se faire connaître. Et le maire leur dit en plus je vais vous coller un Voilà. Et là, ils leur disent, mais non, écoute, nous, on va le faire. Et donc, ils vont aller faire le tour des banques, bien sûr, ils vont se faire jeter parce qu'on va leur dire que vous êtes mignons, mais vous avez pas d'apport et votre truc, il marche pas non plus si bien. Ouais. Et jusqu'au jour où ils vont tomber sur une banque où le monsieur va leur dire, ah, mais je me suis baladé là-bas la semaine dernière, c'est génial, je pense qu'un hôtel, ça pourrait marcher, ça va être une aventure incroyable. Et ils signent. Alors ça, c'est un truc qui est très drôle parce qu'à force qu'on fasse comme ça des enregistrements et qu'on raconte des histoires de chefs et donc d'entrepreneurs, parce qu'à un moment on est toujours entrepreneur, c'est une bonne leçon pour ceux qui écoutent ce podcast parce que il faut toujours faire le tour le plus grand des banques parce que on finit toujours par tomber sur quelqu'un qui a ce petit crush, soit avec la personne, soit avec le projet, soit avec l'endroit. Il y a toujours ce truc dans l'histoire, ce fameux banquier qui dit ah
Moi, je crois en vous, je vous suis. Et ben voilà, c'est exactement, ouais, c'est ça, c'est ce qui s'est passé. Et puis, du coup, en 92, ils vont ouvrir l'hôtel. Et alors là, bon, bah, voilà, faut imaginer les années 92. Quand on ouvrait un hôtel à l'époque, il y a pas de réseaux sociaux, t'as pas de site internet, t'as rien. Et puis la première année, ils vont faire 15% de taux de remplissage, puis 20%. Et ça va aller crescendo jusqu'en 96 où ils rajoutent encore des chambres. Et là, tu nous parles d'une époque, justement, où t'es toute petite. Oui. Donc toi, tu nais à ce moment-là, dans cette ambiance-là, où tes parents ont entrepris la reprise de ce restaurant et le lancement de l'offre hôtelière, en fait. Exactement. Et toi, tu grandis là, et avec ouais, tes parents en fait, qui viennent d'entreprendre. Moi, j'ai grandi dans le café du village, parce que c'était une ambiance à l'époque. Alors, j'en parle avec beaucoup de nostalgie, parce que tu sais, c'est vraiment une ambiance très chaleureuse. T'avais tout le monde, t'avais toutes nos anciennes. Je pense à Paulette, qui était là depuis 40 ans, qui a fait 40 ans de maison. Janine pareil. Enfin, voilà, c'était Monsieur Schwartz, un maître d'hôtel qui a fait 30 ans de maison. Voilà, on avait des gens comme ça qui nous ont accompagnés sur toute une carrière et qui étaient pas des salariés, en fait, qui étaient des membres de la famille. Oui, c'est ça, c'est la deuxième famille. Et le landau était posé derrière le bar. En fait, j'étais gardée derrière un bar quand j'étais enfant et on a grandi comme ça, quoi. Et puis on en rigole toujours parce que maintenant quand je vais rendre visite à Paulette, elle me dit bah nous c'était chouette parce que quand vous étiez là, l'après-midi si on en avait marre, on disait bon bah je vais promener les enfants, on vous mettait dans la poussette et puis on partait faire un tour, quoi. Et il y a ça. Après il y a je me souviens encore, tu sais, il y avait des grandes séances pliage de draps vers 16-17 heures et du coup nous on allait sous les draps avec mon frère. On allait sous les draps, il nous tapait sur la tête avec les draps, c'était un très grand jeu. Bon, qui s'est vite arrêté parce qu'il y a un moment quand tu deviens grand, bah le drap, tu sais, mais tu vas aller de l'autre côté du drap et puis tu vas nous aider à les plier. C'est toi qui vas le plier, c'est toi qui vas le plier après. Ouais. C'est moi marrant. Et voilà, et puis toutes ces, on a grandi, ouais, aller en cuisine. On avait un pâtissier qui s'appelait Charlie, qui était vraiment adorable. Et puis on allait toujours le voir aux heures intelligentes parce qu'on savait à quelle heure il sortait le pain, tu sais, pour aller prendre du pain. Je me souviens de ce pain brûlant là, et on jonglait avec ces petites boules de pain. Voilà, c'était une très grande famille. Faut imaginer ça comme grandir dans une très grande famille. Sur les souvenirs, j'ai toujours... alors c'est un peu cliché, hein, il y en a beaucoup qui te le disent, tu vois, mais du coup, quand t'es enfant de restaurateur, t'es beaucoup élevé par les grands-mères. Moi, j'ai été des grands-mères des deux côtés. Et faut savoir que mes grands-mères étaient cuisinées très, très, très bien les deux. Et avec beaucoup de beurre. Et donc, ces grandes plaques de poulet, parce que je mettais mon doigt toujours au fond pour aller choper tous les sucres. Alors, j'étais une accro des sucres. Et ça, c'était vraiment ce que je préférais. Et ça, tu vois, c'est quelque chose, ça te reviendra toujours, quoi. Ouais. Et sinon, sinon, sinon tout ce qui est beurre à l'ail aussi. Tout ce qui est beurre à l'ail, tout ça, c'est vraiment l'enfance. Ah ouais. Les palourdes farcies, l'odeur de cette bisque de langoustine, parce que, en fait, ils en faisaient quasiment tous les jours. Et nous, des fois, quand, voilà, on refait des bouillons de langoustine, et tu sais, tu sens l'odeur. Ou quand t'es dans la rue, parce que c'est toujours la même extraction, tu sais, tu sens l'odeur, et ça, vraiment, pour le coup, ça te replonge en enfance. L'adolescence, du coup, t'es un peu isolé quand même à la Pointe Saint-Mathieu. Quand t'es ado, faut être assez créatif pour aller rejoindre les copains le samedi après-midi. Et puis, c'est une adolescence où je vais vite aller au lycée hôtelier, en fait. Je vais aller à Quimper. Donc déjà, je suis pas là la semaine. Et tu me parles du lycée hôtelier parce qu'aujourd'hui, pour toi, c'est une évidence quand tu relis le parcours, mais à quel moment tu te dis que tu vas aller dans cette voie? Ah, alors, moi, je me suis toujours vue dedans. Je me suis toujours vue dedans. Et tu t'es toujours vue? Je me suis toujours vue dans la restauration. Et au final, je passais beaucoup de temps l'après-midi parce que les parents travaillaient tout le temps. En fait, mes parents travaillaient énormément. Et l'après-midi, quand j'étais toute seule, je faisais des gâteaux. J'avais un livre de pâtisserie qui était assez adapté aux enfants. Et je faisais des gâteaux tout le temps. Le jour où j'ai compris qu'en faisant fondre du chocolat, tu pouvais faire une forme avec du chocolat, c'était un jour extraordinaire. Je me souviens comme si c'était hier. Et mes parents sont rentrés, il y avait plus de bacs à glaçons, tout ce qui aurait pu servir d'empreinte dans la maison avait servi d'empreinte. Il était servi de coquillages, voilà. Donc ça avait... On faisait fondre du chocolat et tu le coulais dans... Ouais. Bon, je le tablais pas. Il était pas brillant, mais c'était incroyable. Quand je me suis dit, faut juste leur redonner une forme. Je sais pas, je devais avoir 8-9 ans à l'époque.
Et ça a été quelque chose d'assez incroyable. Et puis je m'étais pris de passion. Je me suis rendu compte que je réussissais très très bien les flancs. Alors les flancs, et donc du coup j'ai commencé à faire beaucoup de flancs. Et puis après j'ai testé une nouvelle recette et c'était chouette parce que tu prends des œufs, tu prends la farine, tu prends les basiques du placard et t'arrives à en faire un truc super chouette qui fait vraiment plaisir aux gens. Et donc tu vois, rien de mieux. Enfin, quelqu'un te fait un gâteau, t'es trop content, quoi. Donc et ça, c'est comme ça que ça s'est décidé. Et puis je me suis dit non, ça va être la cuisine. Je me souviens de ma grand-mère qui me disait non mais Nolwenn, c'est très très bien de faire de la restauration et t'es faite pour ça. Mais une femme, ça va derrière la caisse et ça compte les sous. Donc il faut vraiment non, la cuisine c'est une mauvaise idée. Reste derrière la caisse, compter les sous. Les hommes en cuisine, les femmes en salle. Ouais. C'est l'époque. C'était l'époque, ouais. Mais ma grand-mère, tu sais, elle a toujours géré sa famille parce qu'elle avait beaucoup d'enfants, beaucoup de petits enfants. C'est la matriarche, donc elle était derrière son comptoir et dans sa famille, c'était pareil. Elle était au bout de la table et c'est elle qui donnait les ordres, quoi. Ouais. Et donc elle m'avait vu comme ça, je sais pas, j'étais le dernier des petits enfants et donc du coup, elle s'était dit bon bah elle va faire comme moi et Ah ouais. et donc du coup, c'était assez drôle. C'est une image d'antan, quoi, où ça marchait comme ça. Et toi, tu te disais, en fait, non, moi, je serais pas derrière le comptoir, c'est la cuisine qui m'intéresse. Exactement. Je voulais vraiment faire de la cuisine. Et puis, alors ça, c'est mes parents qui me l'ont rappelé, mais qui me l'ont dit, mais alors, je m'en souvenais pas. Ma mère me dit que quand j'avais 12 ans, un jour, je leur ai dit, mais oui, je vais faire de la cuisine comme vous, mais moi, je vais faire mieux que vous, je vais avoir une étoile Michelin. Et après, il y a eu l'émission Oui Chef. Ça, là, on est au début des années 2000. Cyril Lignac qui va ouvrir son restaurant, concept génial, et qui doit recruter sa brigade. Ouais. Parmi des gens qui cuisinent et des gens qui cuisinent pas. Et ça a été, mais c'était le mardi soir, c'était le mardi soir à 21h. Et ça, je ne loupais jamais une émission. J'étais complètement fan de Cyril Lignac, j'étais complètement absorbée par l'émission. Enfin, c'était. Donc là, t'as 10 ans. Et une dizaine d'années. Non, j'ai un peu plus. Non, j'ai un peu plus parce que je vais être en 4e ou 3e. Ah oui, d'accord. Parce que du coup, en fait, je ne faisais tellement rien à l'école que ma mère me dit, bah, écoute, ça continue, tu vas pas avoir ton brevet. Et je lui dis, oh, quand même, ça, au talent, ça passe. Et elle me dit, bah, écoute, si tu es là, on ira manger chez Cyril Lignac. Bon, autant vous dire que je l'ai vu. Du coup, c'est et je l'avais rencontré à l'époque. C'était waouh. Et donc, en fait, je suis arrivée au lycée, mais gonflée à bloc en disant, bah voilà, je veux faire des grandes maisons. Je voulais rentrer dans une brigade comme il avait Cyril Lignac, quoi. Et ce qui va se passer, c'est que moi, on va me proposer un stage qui me plaît absolument pas. Et je vais leur dire, c'est pas possible, c'est pas ce que je veux. Et on me dit, écoute, Nolwenn, c'est là que tu vas aller. Je dis, non, c'est pas possible. Et donc, j'appelle mon père en furie. Je lui dis, bah écoute, c'est simple. Là, j'arrête l'école. Et puis, il me dit, écoute, Nolwenn, arrête de déconner. Je dis, mais je perds trop de temps. Il y a pas assez de cuisine. Il y a pas assez de cuisine dans cette formation. Là, ils veulent m'amener dans un stage de merde. Mon père dit, Nolwenn, t'exagères. Puis il regarde et fait, bon, effectivement, c'est pas. Je l'aurais pas dit comme ça, mais oui. c'est pas ce que tu voulais. Il me dit, bon, voilà, j'ai un pote. Il revient. Il dit, puis là, on va voir si t'aimes vraiment la cuisine, quoi. Parce que pour le coup, il est meilleur ouvrier de France. Il est très, très carré. On peut lui demander s'il a de la place. Et puis alors lui, il dit, bah ok, avec grand plaisir. De toute façon, moi, j'ai pas d'équipe, donc il revient. Il a pas de team. Il te prend avec lui. Il est où, lui? Il est à Lannilis, c'est à 1 heure d'ici. Et du coup, après, j'appelle, je dis ça à mon chef des travaux. Je dis, voilà, je vais aller chez Jean-Luc Lourd. Et il me dit, mais t'es complètement malade. Il me dit, mais Nolwenn, elle va pas falloir venir se plaindre parce que ça s'est mal passé. Et s'il y a un problème, c'est ta faute. Et donc, j'arrive là-bas. Et c'est l'auberge des Abers. Et c'est une auberge où il y a sa femme en salle avec une serveuse, lui, son sous-chef et moi dans la cuisine. Et là, on ouvre le restaurant. Et donc, on faisait 30 couverts. Et donc, du coup, moi, j'étais en charge des entrées, des desserts. Et là, incroyable. Mais incroyable. J'ai passé 3 mois, mais extraordinaires, où j'ai appris 1000 choses, j'ai découvert 1000 produits. Mais en plus, il est vraiment d'une gentillesse et il a vraiment envie d'apprendre aux autres. En fait, il était tellement carré que tout était bordé.
tout était vraiment bordé. C'est-à-dire que les recettes, c'était vraiment accessible. On faisait les grosses mises en place ensemble le matin, et puis c'était au début, tu vois, c'était en place, et puis c'est un monsieur, moi, qui m'a toujours appris énormément, et qui avait, je sais pas, tu sais, t'as des gens, il y a des connexions, et t'as pas vraiment besoin de parler, tu comprends, et on se comprenait très bien, et on s'est toujours très très bien compris. Et donc ça a démarré comme ça, et en fait et puis ce qui est bien, c'est que quand t'es dans une très grosse brigade, quand tu te sens tu te sens pas trop à ta place, ou tu te poses des questions, t'as le temps de réfléchir, mais là t'as pas le temps de réfléchir. On y va. Et puis quoi qu'il arrive, t'es là, donc on va t'accompagner, on va faire en sorte que ça se passe bien, quoi.